Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Nom féminin. Monument contre l'oubli. Nelly. Cornélie, une table de cuisine. Une petite fille assise dans la cuisine du château. Il y fait chaud, ça sent bon le pain sorti du four. Elle gêne un peu, à dessiner ainsi sur un coin de table, au milieu du va-et-vient affairé de cette fin de matinée. Aujourd'hui, elle dessine dans la farine. Elle a essayé sous le lit de sa mère, dans la poussière et les moutons, mais ça la dégoûte trop. Alors elle vient à la cuisine et, juchée sur un tabouret, passe son doigt dans la farine. Mi-excédée, mi-amusée, la cuisinière lui donne une feuille du papier qu'elle utilise pour faire ses listes et établir ses menus. Le papier a en tête du château. La petite dessine par-dessus la recette des quenelles de brochet sauce Nantua, puis se prend au jeu, l'embellie de poissons ondoyant dans le courant d'une rivière de sauce béchamel, l'ombre de minuscules arabesques. Elle rêve d'enluminer le menu du soir. Elle n'ose pas utiliser encore la nouvelle boîte de couleurs offerte par la maîtresse de maison. Elle l'a cachée dans le casier de la salle d'études au bout du couloir, tout là-haut à l'étage. Il n'y a pas d'enfants dans la maison. Madame de Vatry a longtemps espéré. Ils auraient rempli d'animation ces demeures fastueuses. C'est dans la nurserie, aménagée avec amour puis délaissée, qu'elle a finalement installé la petite Jacquemart, qui y prend parfois une leçon ou deux, lorsqu'elle est de passage au château. Y laisse quelques affaires, un tablier propre, un crayon à la mine bien taillée. Elle adore le petit bureau à sa taille. Elle s'applique très fort pendant les leçons, veut tout comprendre, tout réussir, faire honneur à mademoiselle et à madame de Vatry. Elle pourrait bientôt aider à tenir les livres de compte du domaine. Mais au fond tout cela l'intimide, et elle a tôt fait de redescendre à la cuisine pour dessiner dans la farine. Cela fut ou cela ne fut pas, comme dans les contes égyptiens. Toby Nathan. Nous ne savons presque rien de l'enfance de Nelly Jacquemart, grande collectionneuse d'art et dernière propriétaire de l'hôtel Jacquemart-André et du domaine de l'abbaye de Chalice. Pas grand-chose non plus de ses jeunes années, ni des circonstances véritables de sa rencontre avec le baron André. C'est peut-être bien ce qu'elle désirait. Laisser derrière elle une collection d'objets d'art modelés selon ses inclinations, une bribe de l'histoire du goût en son temps. Rien de personnel, rien d'intime. En l'absence d'enfant, son testament et le legs de ses trésors consentis à l'Institut de France lui ont tenu lieu de descendance. Ainsi, en dehors de ce qui concerne ses relations avec le monde de l'art, toute tentative biographique se heurte à l'absence presque totale de sources. Cela explique, au fond, la légende dorée qui a fini par se tisser autour de son personnage. Le peuple des guides conférenciers, que je sais être parfois tenace et curieux comme docteur en Sorbonne, se fait biographe et contribue à diffuser une histoire qui s'apparente à un conte de fées. Mais on sait bien que ce n'est qu'un effort dérisoire pour approcher une réalité qui nous échappe à jamais. Combien de doutes, d'incertitudes face à l'avenir, pour la petite qui a perdu son père en ce 19e siècle lui-même si instable? Combien d'espoir, de moments de joie sans mélange à l'acquisition d'une œuvre du Quattrocento italien, de combats dans la solitude face à la maladie d'Édouard André et à sa disparition? Combien d'avanies subies après la mort de son mari? Ce tissu de vie à mailles lâches nous donne toute l'attitude de faire revivre Nelly Jacquemart-André, de nous glisser dans les interstices de son histoire, en respectant au mieux ce que nous savons d'elle. À partir de 1850, date d'acquisition du domaine de Chalice par l'épouse du député Alphée Bourdon de Vatry, elle a pu accompagner son père, agent électoral sans doute, mais on l'a dit longtemps intendant du domaine. Est-ce là que madame de Vatry l'a prise sous son aile? Elle avait alors 9 ans et vivait avec sa mère, modeste. Cela fut ou cela ne fut pas. Il semble que le père de Nelly ait disparu très vite après sa naissance, ainsi que son frère aîné. Auquel cas elle serait restée sans soutien de famille masculin, ni personne pour l'introduire dans le monde. Il n'est pas facile de comprendre comment la rencontre avec la châtelaine de Chalice a eu lieu. Question d'importance, puisque c'est grâce à son entre-gens que Nelly est entrée en contact avec la société aristocratique, orléaniste pour l'essentiel, et qu'elle a pu mener une carrière de peintre. Quelques années plus tard, mademoiselle Jacquemart a toujours grand plaisir à venir à Chalice, dont les bâtiments conventuels, pompeusement appelés châteaux,
sont devenues gentilhommières. Jeune fille vive, affectueuse envers sa protectrice Rose Pamela de Vatry, elle est invitée pendant la saison de chasse, épisode essentiel dans le calendrier mondain du Second Empire. Elle sert le thé l'après-midi, présence attentive et intelligente. Mais pas toujours effacée. Comme la petite fille qu'elle était, elle veut tout savoir et donne parfois son avis avec passion à propos d'un poème, d'un dessin, d'un portrait. Lorsqu'elle ne prend pas part à la conversation, dans le joyeux brouhaha du grand salon, elle évalue les invités à la dérobée, leurs propos mais aussi leur physique, la nuance exacte d'une chevelure, les petits défauts ou la majesté d'une silhouette bien prise qu'elle saurait croquer. Intérieurement, elle les dessine déjà. Hier, il y avait au château tout ce que Paris compte d'artistes et d'écrivains. Oh, pas forcément la pointe de l'avant-garde, d'honnêtes peintres et aquarellistes néanmoins, amis des Vatry et familiers de Chantilly et de la famille d'Orléans. Monsieur Thiers était là aussi, à poser pour son portrait. À la grande joie des invités, la jeune Madame Ingerlo est même entrée dans la bibliothèque en tenant son cheval par la bride, avec beaucoup de naturel. On lui passe tout à la nièce prodigue. Agacée par cette scène mise en scène, ostentatoire, Cornélie échappe à la compagnie. Sortie en cheveux dans le parc, elle se met soudain à courir vers la chapelle. Très proche du corps de logis, c'est en miniature, une sainte chapelle du XIIIe siècle qui se dresse comme un ornement précieux juste derrière les ruines du parc. Elle entre et referme derrière elle, s'adosse un instant à la lourde porte pour se calmer. C'est ici qu'elle vient lorsqu'elle éprouve une contrariété, ou seulement des sentiments confus qu'elle peine à démêler. Elle ne se souvient pas de l'époque où Madame de Vatry a commencé à faire restaurer la petite église, assez vite après l'acquisition du domaine. Depuis le XVIe siècle, le décor commandité par le commendataire cardinal Hippolyte d'Este s'était lentement soumis aux outrages du temps. Les verrières, dont certaines étaient bouchées, ont été dégagées et nettoyées, et la lumière des vitraux qui sculptent à nouveau l'espace a toujours un effet apaisant sur Cornélie. Elle promène son regard sur les fresques, qui attendent d'être rénovées elles aussi. Peinture de la Renaissance italienne triomphante dans cette chapelle bien française au cœur de l'Oise, morceau d'Italie en terre de Valois. On parle d'un travail original du primatis. Elle aime les strates d'histoire qui se superposent à Chalice, les marques tangibles des époques diverses qui s'accordent sans se faire de tort. Moyen-Âge, Renaissance, on est bien dans une abbaye cistercienne française, rehaussée par le talent et la volonté d'Italiens de légende. Elle aime le blason à peine visible tout en haut du mur, les armoiries et le chapeau de cardinal avec sa tombée de pompons. Les yeux levés, elle scrute les voûtins. On discerne plus qu'on ne les voit, les multiples personnages séparés par de fines arcatures gothiques. Ils ne l'émeuvent guère, évangélistes, saints, apôtres sans doute tous des hommes. Au visage assez peu différencié, pour ce que le mauvais état des fresques en laisse deviner. Seul saint Luc trouve grâce à ses yeux, lui, le portraitiste de la Vierge. Bien calé sur son nuage, il est dans la position idéale pour écrire l'Évangile ou dessiner, qui sait. La jeune fille préfère de beaucoup l'Annonciation qui se déploie au revers de la façade. Elle s'écarte du mur pour mieux voir le dessin, les couleurs, d'une délicatesse inouïe. Une partie de l'œuvre est très abîmée mais avec un peu d'imagination se laisse admirer. Marie, mains jointes, yeux baissés, le nez un peu long peut-être, devant un pupitre, très dégradé qui porte une Bible ouverte. L'archange Gabriel, plutôt féminin, aux ailes et à la robe immaculée. On ne voit de lui que la partie supérieure, le bas s'est effacé au point d'être à peine lisible. Et ses bleus du smalte sans doute, ses roses pâles, ses ocres jaunes. Comme toujours attirée par la poésie très lacunaire du mur à fresques, Cornélie tend la main vers l'enduit coloré et légèrement chanci. Décidément, elle adore la Renaissance italienne. Elle note mentalement qu'il lui faut en savoir plus sur le primatis, la peinture à Bologne, la famille d'Este à Ferrare, ce cardinal Hippolyte, bien plus d'Este que cardinal. Apprendre un peu d'italien aussi. Partir pour un grand tour enfin, comme un jeune lord anglais. Dès demain matin, aux heures calmes de la maisonnée, elle ira examiner de plus près la bibliothèque de Madame de Vatry. Soudain, alors qu'elle est calmée, qu'elle a repris sa respiration, un froid la prend. La petite nef si gaie quelques minutes auparavant, lui semble se transformer en chapelle funéraire. C'est sans doute le jour qui baisse et les ombres qui s'allongent. Il faut se secouer. Elle a peu de temps pour travailler avant de rentrer.
La chapelle lui sert souvent de SAS de décompression, dirions-nous aujourd'hui, entre la vie de château et le passage dans son atelier. Apaisée, elle peut maintenant sortir et se diriger vers l'ancien moulin où sa protectrice lui a aménagé un lieu bien à elle, son atelier de peinture. Elle peut s'autoriser à n'y laisser entrer personne. Cette petite baronne Ingerlo a bien un boudoir chez elle, auquel elle interdit l'accès selon ses caprices. En attrapant ses pinceaux et un chiffon, la jeune fille à la réflexion choisit pour boudoir imaginaire non son atelier de peinture chérie mais bien la touchante chapelle de l'Annonciation. Mon boudoir sera la chapelle de Chalice, se répète-t-elle, en reprenant une toile commencée la veille. Le soir au dîner, assise en bout de table, elle poursuit secrètement son apprentissage du monde et de ses usages. Sans toujours réussir à se couler dans le moule de la bienséance. Comme toujours trop vive pour une demoiselle bien élevée, de petites mèches s'échappent de son chignon tandis qu'elle s'anime en parlant à ses voisins immédiats. Madame de Vatry la surveille de loin et tente de modérer ses ardeurs lorsqu'elle croise son regard. À notre Cornélie, tellement enthousiaste, une âme d'artiste. Arriverons-nous à en faire une jeune fille rangée ? On ne refuse rien à mademoiselle Jacquemart. Salon de 1863. Nelly passe l'entrée monumentale du palais de l'Industrie et avance à grands pas, traînant presque sa mère derrière elle. Vite, viens voir. Entrons. Cornélie, ton chapeau. Elle redresse sa toque d'une pichenette et se faufile dans la première salle. Elles ont choisi un moment supposé de grande affluence, pour mieux juger de l'effet produit par les tableaux de la jeune fille. 3 toiles acceptées par le jury du salon. Pardon, le jury. Pour sa première participation. Madame de Vatry a promis de passer aussi. Jusque-là c'est elle qui emmenait Nelly, et ensemble elles commentaient sans fin l'événement. À 22 ans, en 7 ans de grâce 1863, mademoiselle Jacquemart est donc reconnue comme peintre. Elles avancent de salle en salle, Nelly s'approche en crabe des cimaises où ses tableaux ont été accrochés. Elle est déjà venue au vernissage, mais prend maintenant conscience à quel point ses œuvres chéries sont noyées parmi des centaines d'autres, coincées entre de grands paysages tourmentés. Quelle idée aussi d'avoir choisi une taille si petite. Ses confrères hommes ont produit de grands formats. Il semblerait que toutes les femmes exposées donnent dans le petit. Pour s'excuser de n'être pas dans la section peinture sur porcelaine ou miniature. Et le sujet, cela lui saute aux yeux, est mal choisi pour cette exposition. Molière chez le barbier Joly à Pézenas. Trop touffu, trop de personnages trop petits, pas suffisamment lisibles enfin. D'ailleurs, les gens s'approchent de très près, collant le nez et le lorgnon à la peinture. Elle s'est pourtant appliquée à donner vie, dans cette scène de genre, à son auteur favori. Elle aimait bien que son Molière trouve l'inspiration sur le fauteuil d'un barbier. Même si ce n'est pas le grand genre en peinture, etc. Cornélie, ma chérie, calme-toi, est-ce que tu mesures ta chance ? Ton tableau n'est accroché ni trop haut ni trop bas, c'est déjà ça. Il est vrai que je préférerais te voir exposer ces belles aquarelles que tu as ramenées de Chalice. Le style en est tout à fait plaisant. Maman, je t'en prie, ne recommence pas. Éternel conflit entre mère et fille, les chapeaux de travers qui navrent la modiste, la technique de l'aquarelle qui lui paraît si convenable. Tout en faisant le tour des salles, Nelly s'aperçoit que le public a l'air de passer rapidement, personne ne s'attarde vraiment. En ressortant, les 2 femmes sont prises dans le flot des visiteurs qui entrent et sortent du palais par un autre accès sous le grand porche, celui du salon des refusés. Il attire cette année-là bien plus de monde que les salles du salon officiel. Napoléon III, qui honore de sa présence le palais de l'Industrie et achète volontiers, faisant son choix parmi les œuvres exposées, comme les rois avant lui, a entendu les protestations vigoureuses des centaines de peintres évincés des cimaises par les chers maîtres, académiciens membres du jury. Il a proposé l'organisation d'un salon parallèle pour tous les non admis, de façon à donner leur chance aux non-alignés sur les normes de leur temps. Salon qui a pris bien vite le nom de Salon des refusés. L'art académique, que la postérité qualifiera de pompier, en sortira finalement conforté et grandi, et l'empereur aura fait acte de mansuétude et de générosité sans remettre en question le régime et ses libertés tronquées. Sans risques inutiles en somme. Les artistes refusés ont le choix entre faire partie du groupe des parias, nombreux sont ceux qui refusent catégoriquement d'être des refusés,
et perdre 2 ans de travail puisqu'ils n'ont pas l'opportunité de montrer leurs œuvres ailleurs. Car au milieu du XIXe siècle, en l'absence quasi totale de galeries privées ou exposées, les marchands sont rares aussi, surtout ceux qui soutiennent les artistes novateurs. Ce sont tout de même 1200 œuvres qui sont exposées au Salon des Refusés, dans 12 salles du Palais de l'Industrie, sur les Champs-Élysées. Parmi les peintres qui ont joué le jeu de la visibilité, le groupe des peintres des Batignolles, que nous connaissons sous le nom d'impressionnistes, et leur chef de file Manet, ont provoqué un scandale sans précédent. À la sortie, Nelly et sa mère, un peu bousculées, sont plaquées contre le mur du palais. De loin, Nelly voit passer un groupe de rapins. Elle déteste le mot, il ne lui évoque rien que de trivial, qui sortent de l'autre salon. Il ressemble physiquement aux peintres de sa connaissance, croisés dans l'atelier de Léon Cogniet ou dans les salons de Chalice, jeunes, barbus, turbulents. Il vocifère un peu trop fort, les peintres de la nouvelle école. Elle frissonne. Comment peignent-ils donc, qu'ont-ils de si choquant et pourquoi tant de tapage? Elle n'est pas sûre d'y aller voir. Le public qui sort hilar des salles maudites ne l'encourage pas à se commettre avec les rieurs, ni à se joindre au quolibet. Mademoiselle Nelly Jacquemart a obtenu 3 médailles au Salon officiel des Beaux-Arts, section peinture, en 1868, 1869 et 1870. 3 fois sélectionnée, 3 fois primée par les membres d'un jury de vieille gloire dont le public n'a pas retenu les noms. Après ces 3 récompenses, elle a été déclarée hors concours pour cause d'un signe talent. Et pourtant, l'apprentissage des femmes artistes sous le Second Empire a tout du parcours du combattant. Pour bénéficier des conseils d'un professeur et progresser, il semble n'y avoir qu'une voie, entrer dans l'académie privée et très onéreuse d'un artiste de renom. 1863, Léon Cogniet, dans l'atelier duquel Nelly est inscrite depuis plusieurs années, est membre du jury. Il est célèbre et respecté, c'est notamment un merveilleux paysagiste, mais sa peinture est loin des avant-gardes, ce qui explique sans doute qu'il fut assez vite oublié, à l'instar des peintres académiques du XIXe siècle. Il est à la tête d'une boutique assez importante, fermement tenue par sa sœur et son épouse, toutes 2 peintres elles-mêmes. Ce qu'on appelle alors l'atelier des femmes est en effet ouvert aux jeunes filles qui désirent apprendre la peinture, et surtout sortir des domaines artistiques auxquels l'époque les confine. L'aquarelle, ou à la rigueur le pastel, la peinture sur porcelaine ou sur éventail, et bien sûr la broderie et la tapisserie, les arts décoratifs ou arts appliqués en somme. Le maître passe 1 ou 2 fois par semaine pour dispenser ses précieux conseils. L'accès à l'école des beaux-arts est bien entendu fermé à la gent féminine, ainsi que la possibilité de concourir au prestigieux prix de Rome, et à ses récompenses officielles, séjour à la Villa Médicis à Rome, appui de l'État pour faire carrière. Il a fallu attendre 1896 pour que les femmes soient admises aux beaux-arts, dans le seul créneau des cours magistraux. 1900 pour qu'elles aient accès à un atelier pratique, et encore de façon très parcimonieuse, aux petites heures du matin, dans un local dont on a dit qu'il était peu chauffé ou pas du tout. Les photos de l'époque les montrent dans un entassement improbable de chevalets et de demoiselles les unes sur les autres. Pas de mixité à l'atelier, à Dieu ne plaise. Pas de modèle vivant masculin, et peu d'intervention des professeurs. En 1903, les femmes auront l'autorisation de concourir au prix de Rome et en 1911, la première femme lauréate dans la section sculpture se nomme Lucienne Antoinette Heuvelmans. Quel plaisir, quel privilège de pouvoir rappeler son nom. Quand bien même, en 1863, on compte 101 tableaux de femmes peintres acceptés et exposés au Salon de Mai. Nelly est sans conteste l'une des protégées de Léon Cogniet. On doit au peintre le premier portrait que nous ayons d'elle. Mais lorsqu'on examine le dessin à la mine de plomb qu'il a fait de son élève, elle a moins de 20 ans, on ne la reconnaît guère. Certes, l'apparence extérieure de la jeune fille est tout à fait à la mode de la monarchie de Juillet. Le bon vieux style Biedermeier venu des bourgeois d'outre-Rhin, coiffure en bandeau, robe à manches bouffantes et rose au corsage. Ces détails vestimentaires semblent au centre de la perception qu'il a d'elle. Peu importe ses traits, une jeune personne interchangeable assise à son chevalet, palette à la main. À sa décharge, il l'aide à exposer à 19 ans à peine un paysage à Versailles, dans ce qu'on appelle la petite exposition aux côtés de M. Corot. Et il lui obtient une contribution pour l'illustration. Il croit donc quelque peu au talent de son élève.
1863. Après le Salon de mai, c'est bien une petite révolution qui agite le monde artistique officiel, une sorte de mai 63. Il est question de réformer l'enseignement des beaux-arts en France pour en finir avec la mainmise autoritaire de l'Académie en la matière. Hélas, la réforme ne profite pas aux femmes. En 1893 à 30 ans plus tard, leur statut dans l'enseignement de l'art occupe toujours les débats à la Chambre des députés, à l'occasion d'une discussion du budget des beaux-arts. Faut-il ouvrir l'école aux filles? Les installer dans une école séparée? Mais surtout, comment vont-elles rester des artistes tout en étant des mères de famille? Demande le ministre de l'Instruction publique. Alexandre Dumas fils, que l'on a connu moins prude, intervient pour proclamer que la liberté demeure des artistes hommes, inconciliable avec la réputation des honnêtes femmes, rend impossible toute cohabitation à l'école des beaux-arts. Les prolongements de cette controverse allant jusqu'au Caucase, l'affaire du caleçon résonnera longtemps à la Chambre, les députés se demandant comment autoriser le modèle vivant masculin déshabillé au concours du prix de Rome, pour ces chères petites qui aimeraient bien apprendre l'anatomie, que diable. L'Ancien Régime apparaît soudain moins pudibond, qui avait accepté les femmes à l'Académie royale de peinture et de sculpture, du moins dans les sections nature morte et portrait. Romain Nelly. 1867, dans une cellule à Rome. Une table en bois brut? Malgré la porte entr'ouverte, face à la fenêtre, l'air est parfaitement immobile. Dans cette touffeur éprouvante, Nelly soupire d'impatience en compulsant des feuillets. Ses aquarelles sont médiocres, c'est évident. Comme si elle n'était pas encore entrée dans son sujet, dans sa Rome rêvée. Mais voilà, il ne sied pas une jeune femme de battre la campagne pour faire moisson de dessin. Il n'est pas convenable, lui a-t-on répété encore et toujours des freins à ses élans, qu'une demoiselle travaille dans l'atelier du modèle vivant, pensez donc, des hommes tout nus. Beaucoup de lieux où elle n'a pas sa place, finalement. Par chance, de sa fenêtre à la Villa Médicis s'encadrait jusqu'à ses derniers jours, une vue très romaine, vision aplatie par la lumière ocre et un peu poussiéreuse de la ville. Un véritable tableau en 2 dimensions, plus beau que tout ce qu'elle a jamais osé créer. Aurait-elle eu encore plus de métier, de confiance en elle peut-être, elle aurait pu le retranscrire comme on copie un chef-d'œuvre au Louvre en oubliant le monde autour de soi. Rome tout entière, musée à ciel ouvert, pourrait s'offrir à elle pourvu qu'elle y trouve son rythme. Pour quelqu'un comme Hébert, tout semble si simple. La ville, les faubourgs et la campagne naissent de manière organique, presque charnelle, sous son pinceau d'artiste. Chez François Marius Granet aussi, autre cher maître de l'Académie à Paris, bien en cours auprès de la famille d'Orléans. Elle se rappelle l'un de ses tableaux, qui l'avait proprement fasciné. L'église de la Trinità dei Monti se profile sur la gauche, massive et pourtant si légère. Surprise sous son meilleur profil, on ne voit qu'une tour sur les deux, le campanile est presque entièrement caché. Dans le fond, par un télescopage hardi, la Villa Médicis a perdu tout son relief dans la lumière rasante et une dégringolade de jardins, d'escaliers, de toits en contrebas reçoivent une lumière presque surnaturelle. Devant l'église, au tiers gauche du tableau, l'obélisque en granit rouge est surmonté d'une fleur de lys, hommage à la France, maîtresse des lieux et grande prêtresse des arts dans le quartier d'Espagne. Fleur de lys surmontée d'une étoile, elle-même surmontée d'une croix. En plissant les yeux, on voit l'étrange pièce montée qui se découpe dans le ciel. Beaucoup de ciel, mais peu d'air comme aujourd'hui, et ainsi depuis la fin du printemps. Surtout dans sa nouvelle chambre. Dans le tableau, Nelly avait admiré follement le dessin précis à l'extrême, presque un tracé d'architecte. Mais elle avait compris aussi que les petits personnages évoluant dans la toile de Granet n'étaient qu'accessoires. Le vieux maître, disparu quelques années auparavant, ne prisant guère la figure humaine. Pour elle, c'est le contraire, les paysages se dérobent à son pinceau. Jamais à l'aise avec les extérieurs, quoi qu'en disent ses quelques amis et admirateurs. Elle préférerait de beaucoup se concentrer sur les hommes et les femmes de ce pays, ceux qu'elle croise chaque jour dans Rome. Mais c'est sans compter avec cette satanée tradition du dessin des ruines, l'antique à tout crin, et de paysages romains. Au fait, elle se rappelle un détail troublant. En méditant devant l'œuvre de Granet, elle s'était littéralement vue sur la terrasse à gauche de l'église. Jeune femme accoudée à une balustrade très simple, en mousseline blanche, petite silhouette en contrepoint de personnages en noir.
une femme très élégante faisant l'aumône à un vieux mendiant et sa suivante, un peu plus bas sur le chemin qui mène à la Trinité. Elle en avait été saisie, et avait su alors qu'un jour elle irait à Rome. Eh bien, elle y est. Elle reprend son travail pour l'examiner d'un œil plus critique encore. Les petites aquarelles peintes sur le bureau de bois blanc dans sa chambre sont appliquées mais sans relief. Elle peine à rendre la quiétude ou même la sourde inquiétude que provoque la chaleur immobile précédant les orages violents dont Rome sait être le théâtre. Elle va cesser de s'apitoyer sur elle-même, et de ce pas retourner à l'atelier collectif de la villa, se remettre à peindre selon son inclination. Sortir du carcan estampillé Académie de France, dans lequel elle s'est laissée enfermer. Retrouver l'esprit qu'elle admire, celui des Caldarosti, le groupe des jeunes artistes constitué à Rome il y a quelques années autour de son maître Léon Cogniet. Ils se sont plaisamment nommés les Châtaignes grillées, et ont pris pour devise toujours ardent. Afin que nul n'en ignore. Voilà quelques jours, Nelly a quitté la merveilleuse Villa Médicis où elle était hébergée par Ernest Hébert depuis plusieurs semaines. Elle a tenu, en dépit des protestations de son professeur de dessin et directeur, à emménager dans une chambre de l'ancien couvent de la Trinité des Monts. C'est tout près, sur la colline du Pincio comme sur le tableau de Granet. Elle se sent plus à son aise, de pouvoir rejoindre son nouveau chez elle après les leçons chez le maître et le travail en atelier, et avant de partir croquer Rome dans tous les sens du terme. Les Hébert, toujours attentifs, s'assurent qu'elle ne se retrouve jamais seule, l'invitant constamment aux soirées ou concerts. Évidemment, d'avoir quitté l'une des chambres immenses dévolues aux pensionnaires de la villa, elle a perdu le privilège insigne d'une et même deux fenêtres ouvrant sur un paysage unique au monde. Il lui reste plusieurs dessins d'un joli morceau de l'escalier monumental qui descend vers la Piazza di Spagna, et surtout le souvenir de ce dont elle jouissait à la villa et qu'elle voit mieux, maintenant qu'elle ne l'a plus sous le nez. Qu'il ne lui suffit plus d'ouvrir la croisée, et qu'elle doit recomposer mentalement le paysage avant de le dessiner. Il y a une semaine à peine, elle sonnait à la porte du couvent, transformée depuis les années 1830 en école française pour petites filles et adolescentes. Elle avait entendu parler de l'extraordinaire bibliothèque des Minimes, dont le fonds avait été dispersé en 1798, à l'arrivée des troupes révolutionnaires françaises dans Rome, pauvres religieux dispersés brutalement en même temps que leurs livres. Nelly savait que la bibliothèque elle-même recelait peut-être des peintures murales, et la curiosité l'avait poussée à demander l'autorisation d'entrer dans ce lieu resté célèbre parmi les artistes qui depuis toujours arpentaient la colline du Pincio, la Villa Médicis, la place d'Espagne en contrebas. Non est in total etior urbe locus. Comment ne pas être attiré par un lieu dont il n'y avait pas d'équivalent plus agréable dans tout Rome, disaient les moines qui, à force de le penser, l'avaient inscrit sur le mur. La supérieure du couvent, à la tête des Dames du Sacré-Cœur, l'avait reçu de charmantes manières, lui faisant visiter sa chère bibliothèque ainsi que toute l'institution. Ensemble, elles avaient contemplé le plafond de bois peint en piteux état il est vrai, mais quel sens du trompe-l'œil. Nelly lui avait raconté la chapelle de Chalice et son Annonciation. La religieuse avait consacré une longue après-midi à sa visite, comme si elle avait attendu longtemps la venue de la jeune fille, et poursuivait avec elle une conversation commencée ailleurs. Avant de la laisser repartir, elle lui avait proposé d'occuper l'une des rares chambres vacantes, au bout de l'aile principale donnant sur l'escalier et la vue sur Rome. Nelly fut émue par ce geste témoignant d'une amitié naissante et inattendue. Enchantée de cette opportunité de quitter la villa où elle était gênée à l'idée d'abuser de l'hospitalité du couple Hébert, après tout, elle n'avait pas concouru au prix de Rome, mais consciente de ne pas avoir les moyens de louer la belle chambre, Nelly consentit à s'installer dans l'une des anciennes cellules donnant sur le cloître. Petite, plus confinée, mais presque gratuite, avec le joyeux brouhaha des fillettes élèves de l'institution à l'heure des récréations. À présent, elle retourne chaque jour à la villa mais n'a plus l'impression de dépendre de quiconque. Voilà qui devrait lui permettre de prolonger son séjour à Rome, et de sortir enfin de la léthargie dans laquelle elle se débat depuis son arrivée. Il faut du temps pour apprivoiser ses rêves et se laisser prendre par eux. Et puis, en début de soirée, elle peut se promener sur la terrasse et voir lumière et couleurs changeantes défiler sur la ville, grand spectacle du couchant. Comme la jeune personne en robe blanche du tableau de Granet.
Rome 2, Machernelle. Rome, une planche à dessin. Villa Pamphile. S'il doit faire chaud à Rome, au moins que ce soit dans une villa, jardin peuplé d'antiques dont seuls les extérieurs sont accessibles et où il fait bon travailler. Les artistes venus en ville pour leur grand tour, pour leur séjour subventionné à la Villa Médicis, pour leur plaisir ou leur passion peut-être, en fréquentent les allées depuis des siècles et dessinent sagement les fontaines, les statues et le bel Respiro lui-même, plus classique qu'antique, sous toutes ses coutures. Nelly se plie finalement aux exigences de ses professeurs de l'académie, copie consciencieusement les œuvres qui se déploient sous ses yeux. Elle est plus qu'une élève, et d'ailleurs, elle n'est plus une élève. Elle a déjà exposé au salon avec son petit succès. Sans avoir accès au fameux concours qui aurait pu lancer sa carrière. Elle s'est débrouillée seule, avec un petit coup de pouce de Madame de Vatry qui lui a obtenu un article élogieux de Théophile Gautier dans la brochure du salon. Elle a eu des demandes officielles pour repeupler les églises de Paris dépouillées de leurs tableaux à la Révolution. Elle doit travailler à 2 belles commandes. Oh, des sujets bien convenus et convenables. Elle a déjà la composition de son Saint-Eugène pour l'église Saint-Jacques du Haut-Pas. Nelly mesure sa chance d'avoir été invitée à la Villa Médicis par Hébert lui-même, en dépit de règles strictes. Elle joue le jeu et sait se faire discrète, et attentive aux commentaires de l'Académie sur son travail. Au moins n'a-t-elle pas l'obligation d'envoyer régulièrement ses travaux à Paris. Ce qui n'est pas une raison pour se laisser aller. Elle est à Rome pour parfaire sa formation d'artiste. Allons, elle se donne 2 ans pour souffler une médaille au salon à tous ces messieurs. Je dois revenir à Paris avec des tableaux suffisamment aboutis pour être acceptés et exposés. Hier le Colisée, aujourd'hui Pamphile. À l'instar de ses pairs masculins, elle dessine. Sa planche est appuyée sur un petit chevalet de campagne en bois foncé et patiné, joli cadeau de sa mère lorsqu'elle a quitté Paris. Le voilà bien, l'hôtel personnel et domestique des peintres de Rome. Que de chevalets posés dans la ville, de planches à dessin, de rapins cherchant le meilleur angle de vue. Les artistes comme en prière dans la lumière éternelle, retranchés chacun dans une méditation qui s'accommoderait de la pénombre d'une église ou d'un entresol, comme dans les tableaux de Graet et de Léon Cogniet. Méditation qui, en plein soleil, semble créer autour de chacun d'eux une manière d'aura qui les isole. À son arrivée à Rome, c'est d'abord la Villa d'Este que Nelly voulait voir. Sorte de pèlerinage au jardin d'agrément du cardinal Hippolyte, celui qui avait rajeuni l'abbaye de Chalice au milieu du XVIe siècle. Sitôt installé, reparti le lendemain aux aurores pour Tivoli avec le Vetturino de l'Académie, cocher obligeamment mis à sa disposition par Ernest Hébert. Derrière le mur de l'ancien couvent des franciscains et sa porte d'accès assez commune, se cache la Villa d'Este. Giardino del Meraviglier. C'est un choc. Étourdi de voir le rêve de son adolescence matérialisé sous ses yeux, ébloui par la beauté et la conception des jardins, qui gardent leur panache dans la décrépitude ambiante de la ville, elle découvre qu'ils furent eux-mêmes inspirés de la Villa Adriana toute proche, bâtie pour partie avec les matériaux arrachés à l'original. On en perdrait la tête. Fontaine, bassin, parterre en terrasse. Forêt miniature de pins parasols qui se dresse absolument noire dans le soleil. Toute la journée, elle a arpenté les jardins de la Villa d'Este, s'est ressourcée à ses fontaines en cascatelle et à ses jeux d'eau. À ses grottes herbues. Ses repus de ses statues, Romulus et Rémus sous la louve, la Diane d'Éphèse aux mamelles innombrables, noyée dans la verdure. Elle a révisé son catéchisme artistique, retrouvé sa mythologie latine. A cru se perdre, s'est retrouvée, étonnée d'avoir parcouru si peu de chemin et vu tant de merveilles. Du coup, son cher Chalice lui est apparu comme un coin reculé de province dans le monde enchanté de l'art et de la beauté. Un clin d'œil, juste un soupir dans une symphonie. Peut-être simplement une incitation à venir ici. À l'heure du soleil au zénith, elle a ressenti une légère nausée, comme un vertige irrépressible. Enfin assise, à l'ombre maigre d'un bouquet de cyprès, elle s'est souvenue des récits de voyage de ce monsieur Stendhal, cousin d'Ernest Hébert, pris lui aussi de ce drôle de malaise à Florence en sortant de la basilique de Santa Croce. Trop de beauté d'un coup, trop d'œuvres d'art à embrasser à la fois, la raison ni la sensibilité d'un seul être humain ne pouvant en appréhender autant.
Elle qui a l'impression d'avoir végété jusqu'à ce jour sans autre nourriture artistique que les académies des petits maîtres, les réunions de chasse chez Madame de Vatry et le musée du Louvre. Combien d'années devrait-elle rester à Rome pour tout admirer de la ville et de ses environs? Et que dire de Florence, Venise, Naples, Palerme? Sa vie n'y suffira pas. À présent, au bout de quelques semaines, elle est plus calme, moins aveuglée par l'exaltation des débuts. Elle voit bien qu'à Rome, tout ne se résume pas à l'art. 1867, la ville se remet difficilement et par endroits pas du tout. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.